Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Coup de force à l'Assemblée nationale, barbouzerie contre Didier Raoult. Alors, dérive mafieuse ou dictature libérale d'Emmanuel Macron? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me remercient à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Francis Bicard, Chantal Rianne, Jean-Claude Garampon, Zambal et Thierry V. Et puis je fais un merci spécial à Patrick Dubois. Merci à lui aussi. Et je tenais également à vous remercier du fond du cœur pour les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur les autres réseaux sociaux. Il ne faut strictement rien lâcher, le pouvoir est aux abois. Le pouvoir panique, le pouvoir est prêt à aller outre la morale et la légalité. Alors j'ai utilisé un terme qui peut surprendre, dictature libérale. Ce n'est pas moi qui ai forgé cette expression, on voit aussi tyrannie libérale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela désigne d'abord des États asiatiques qui en effet ont adopté les mœurs et les coutumes américaines au niveau de la finance et du commerce, mais par contre, il y a un pouvoir tyrannique dans la mesure où les élections ne sont que des mascarades, on ne peut voter que pour les candidats qui gère l'État et il n'y a pas de liberté de la presse. Si on s'oppose à leur pouvoir, eh bien, ce sont des procès, la prison, voire pire. Voilà ce que c'est qu'une dictature libérale. Et on se souvient que dans les années 80-90, on nous expliquait que le libéralisme n'était pas compatible avec la dictature. Et certains ont dit, bah si, regardez ce qui se passe en Asie. Et lorsqu'on connaît ce qui se déroule depuis 3 ans avec le Covid, on s'aperçoit que beaucoup d'intellectuels, d'hommes politiques, commencent à regarder du côté de la Chine et autres pays pour imposer un modèle où les citoyens seraient contrôlés. Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans ce type de dérive ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les pièces du dossier. Alors, premier élément, vous avez peut-être vu ce titre. En commission, les députés votent contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Comment ont-ils fait ? C'est vraiment très vicieux. En effet, la loi est inscrite au calendrier, donc elle sera votée le 8 juin. Eh bien, ils ont décidé d'enlever l'article principal, celui qui supprime la réforme des retraites à 64 ans. Oui, ils l'ont supprimé. Mais au départ, dans cette commission, ils n'avaient pas la majorité, puisque les LR étaient favorables à la loi de Charles de Courson. Que cela ne tienne, Ciotti a fait en sorte de les exclure et de les remplacer par des députés collabos à Emmanuel Macron. Vous entendez bien, des députés collabos, LR, ont fait voter cette loi alors que les Français n'en veulent pas, alors qu'elle n'est jamais passée à l'Assemblée nationale, qu'elle nous a été imposée par un 49-3. Éric Ciotti supplétif, on en parle dans un instant. Alors il reste malgré tout un espoir, c'est Charles de Courson qui nous l'explique, eh bien il va devoir passer par un amendement, c'est-à-dire qu'il va rétablir l'article numéro 1 par un amendement. Il reste néanmoins un espoir, et il nous est présenté par Charles de Courson. Il va utiliser un amendement qui va rétablir l'article numéro 1. Mais là, il n'y a plus de commission des lois, il n'y a plus rien. Cet amendement est sous le feu de Yaël Braun-Pivet, macroniste et présidente de l'Assemblée nationale. Elle peut le déclarer irrecevable au nom de l'article 40 de la Constitution qui explique qu'il faut budgéter une loi pour qu'elle soit recevable. Le seul ennui, c'est que l'article 1, au départ, il était passé en commission des finances et qu'il avait été accepté et que l'article 40, donc, ne pouvait pas s'appliquer. C'est bien une barbouzerie, c'est bien un coup de force parce que aujourd'hui, la réforme des retraites est dans les mains de Yaël Braun-Pivet, une macroniste, qui va utiliser un artifice juridique pour empêcher le vote, pour empêcher les Français d'être représentés. C'est bien un coup d'État dont il s'agit, c'est une véritable barbouzerie, une dérive mafieuse ou illibérale, je vous laisse le choix. Vous avez d'ailleurs l'explication complète qui nous a été donnée par Nicolas Dupont-Aignan. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Il explique toute la procédure. Et comme il le dit, si cela arrive,
ils empêchent le vote de cet article 1 sous la forme d'un amendement, eh bien le seul moyen, c'est une mention de censure qui permettra de savoir quels sont les députés LR qui refusent cette allégeance. Si certains avaient encore des doutes sur la traîtrise des LR, c'est bien un parti de collabo à Emmanuel Macron. Éric Ciotti soutient le wokisme. Éric Ciotti soutient toutes les lois, par exemple, au niveau de la délinquance d'Emmanuel Macron. On n'est plus du tout impressionné par son pseudo-référendum sur l'immigration. Tout cela, ce n'est qu'un écran de fumée pour cacher l'essentiel, leur collaboration avec Emmanuel Macron. Par ailleurs, nous venons d'apprendre que les immigrés clandestins des Comores, eh bien, ils sont en train de réfléchir pour les transporter en France, ni plus ni moins. Vous commettez un délit, pas de souci, avec les LR et Emmanuel Macron, vous avez les délinquants au bas de votre immeuble. Et Éric Ciotti s'est permis de qualifier Charles de Courson, un vrai résistant, lui, dans la tradition gaulliste, de Che Guevara de Mélenchon, ce qui a fait réagir Pierre-Yves Rougeron et le Cercle Aristote, qui ont qualifié Éric Ciotti de Mata-Hari d'Emmanuel Macron. Mata-Hari d'Emmanuel Macron, mais Mata-Hari, c'était une prostituée, une espionne. Écoutez, oui, j'accepte la métaphore, prostituée, collabo d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti sans aucun doute. La seule chose que je dirais à Pierre-Yves Rougeron, c'est que Mata-Hari était quand même plus agréable à regarder que Éric Ciotti, et que le petit soutien-gorge, le pagne sexy, le diadème, je ne pense pas que ça aille à Éric Ciotti. Même si certains pourraient me dire qu'avec ses colifichés, il serait peut-être moins laid. C'est pas fou. Nous allons passer au deuxième dossier, le dossier Raoult. Pour quelle raison ? Parce que nous avons entendu ce sinistre personnage, le sénateur PS Bernard Jomier, venir demander une justice exemplaire contre Didier Raoult. Il faut rappeler que Bernard Jomier, c'est celui qui a poursuivi de sa vindicte les non-vaccinés, c'est celui qui s'est plaint lorsqu'il y a eu la suppression du pass sanitaire et du pass vaccinal, et qui avait les yeux de chimène pour le modèle chinois de contrôle social. Bernard Jomier est un personnage très inquiétant. Seulement, on le connaît, on en a fait quelques articles. Je voudrais juste vous montrer une photo et vous allez tout comprendre. Bernard Jomier, c'est celui qui est avec le Doc Marty, vous regardez la photo, mais vous reconnaissez également Mathieu Molimar, vous reconnaissez Karine Lacombe et les harceleurs sur les réseaux sociaux. C'est bien le même réseau, Bernard Jomier. Autrement dit, vous avez un plan média, vous avez une barbouzerie qui a été organisée avec des membres du monde politique, de la médecine et des harceleurs sur les réseaux sociaux. Et quand j'affirme cela, eh bien, par exemple, nous avons les tweets du principal harceleur, du chef des harceleurs sur les réseaux sociaux, et qu'il a fait constater par huissier. Il parle de Didier Raoult parce que son étude, elle est, comment dirais-je, incontestable. Rappelons que Didier Raoult est présumé innocent, même s'il a publié les preuves du délit dans un préprint pour une revue scientifique. Breaking news, cet après-midi à 15h30 au Sénat, le sénateur Bernard Jomier posera une question au gouvernement sur son inaction criminelle et protection active de Raoult depuis des années face au plus grand essai clinique sauvage jamais connu. On rappelle à Sonic et compagnie que c'est bien la vaccination. Vous voyez toujours cette inversion accusatoire. Vous avez un médecin qui soigne, ça devient un criminel. Et ceux qui protègent les intérêts de Big Pharma, ils se présentent comme les serviteurs de la science. Et ce même Sonic est-elle est menacée, quelqu'un que nous apprécions beaucoup sur cette chaîne, c'est le sénateur de la Côte d'Or. En plus, il est de la Côte d'Or, de ma région, Alain Houpert. Et on regarde un petit peu les menaces, c'est assez violent. Toujours les barbouzeries, les intimidations. Vous êtes un dangereux irresponsable. Sonic, je crois que c'est vous. Médecin, sénateur, passé par l'IHEDN, donc très influent avec du réseau, comme beaucoup de ceux qui ont protégé des désinformateurs puissants. Et vous partagez ceci, on va s'occuper de vous, croyez-moi, et pas que sur Twitter. À la lecture de ce tweet, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est que l'IHEDN ? Eh bien, je vais vous montrer de suite ce que c'est, un petit clic, et puis voilà. Institut des hautes études de défense nationale, ce sont en effet les sénateurs patriotes qui généralement sont dans cet institut.
Vous comprenez pourquoi Alain Hooper veut défendre notre pays et pourquoi il est attaqué par des gens qui travaillent pour des intérêts extérieurs et notamment les grands laboratoires américains. Tout s'explique. Alors, je voudrais quand même faire un premier bilan. Une dérive mafieuse à l'Assemblée nationale et puis des barbouzes qui attaquent les patriotes qui essaient de défendre Didier Raoult, notre grand médecin qui a fait un travail exemplaire à l'IHU. Cela devient vraiment très inquiétant. Et puis il faut terminer que lorsque l'on attaque ce genre de personnage, il trouve une défense avec Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt a été auditionné dans une commission sénatoriale et on apprend évidemment que son budget pour son institut Conspiracy Watch est de 50% apporté par l'État. Il faut ajouter toute la presse aux ordres, tous ces journalistes qui traînent leur savate sur BFM, LCU et qui sont là pour vendre la camelote d'Emmanuel Macron. La Macronie a placé ses pions à tous les postes de responsabilité, mais il reste des résistants et ils essaient de les briser, comme Alain Hooper. Alors, on espère qu'Alain Hooper portera plainte. On ne doit pas se laisser impressionner par des barbouzes. Remarquez que c'est au plus haut niveau qu'il y a des barbouzeries. Je pense à Van der Leyen. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. Après un article dans Le Point, Omerta a repris l'information. Écoute bulgare, Ursula von der Leyen voudrait contourner les règles d'adhésion à l'euro de la Bulgarie. Un scandale d'État en Bulgarie a permis de révéler les propos rapportés d'Ursula von der Leyen à un responsable du pays, affirmant vouloir l'aider à rentrer dans le cadre de l'euro, quitte à contourner les règles. Elle va lui expliquer comment barbouzer l'entrée à l'euro. Vous imaginez qu'après le scandale grec, puisqu'il y avait déjà une banque américaine qui avait permis à la Grèce de rentrer dans l'euro, c'était Goldman Sachs, voilà que von der Leyen apprend aux Bulgares à truander. Remarquez que ce n'est pas non plus une grande nouvelle. Von der Leyen a signé des contrats avec Pfizer qui sont une des plus grandes truanderies de l'histoire. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et là, on vient d'apprendre sur le sol national, et vous allez comprendre, eh bien, l'interdiction des chaudières à gaz, réduire les énergies fossiles, c'est réduire la facture et agir contre le dérèglement climatique. Toujours faire payer aux Français les erreurs des élites mondialisées. Il faut que les Français puissent être accompagnés. Alors ça, nous le savons, la façon dont ils accompagnent les Français. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur la réduction du nombre de cheptels en France. Thierry Mariani nous explique tout. Vous avez certainement vu comme moi le rapport hallucinant de la Cour des comptes qui préconise de réduire notre cheptel de vaches pour suivre des objectifs écologiques. La France donc voudrait s'imposer des sacrifices agricoles alors qu'Emmanuel Macron et ses élus laissent avancer des accords de libre-échange très polluants ici à Bruxelles. Alors que la planète entière se protège, usant d'un protectionnisme direct ou indirect, voilà que l'Union européenne décide d'accélérer ces accords de libre-échange. En juin 2022, la Commission européenne a concocté discrètement un nouvel accord avec la Nouvelle-Zélande. Vous savez, c'est toujours pratique quand les citoyens ont la tête en vacances de faire ce genre d'accord. Le Conseil européen, c'est-à-dire les États, s'apprête donc à organiser l'invasion des produits néo-zélandais sur le marché européen. Et là, nous ne parlons pas de ballons de rugby. Nous parlons au contraire de 15 000 tonnes en 7 ans pour le beurre, 20 000 tonnes en 7 ans pour le fromage, 13 500 tonnes en 7 ans pour le lait écrémé et entier en poudre. Des chiffres ahurissants. Quand on sait que les agriculteurs, et notamment ceux qui élèvent les vaches laitières, malheureusement en France, se suicident à 30% de fois plus souvent que le reste de la population à cause de leur souffrance économique. Mais le pire est encore à venir, avec une multiplication par 7 des importations de viande ovine en provenance de Nouvelle-Zélande. Vous m'entendez bien, 7 fois plus de viande traversera les océans et les continents pour venir exercer une concurrence assassine contre les producteurs français en Europe. Tout cela aurait mérité un grand débat national pendant le Salon international de l'agriculture ou au moment des grandes promesses écologiques de l'Union européenne et du président Macron. Mais nous connaissons tous trop la recette du président de la République pour nous en étonner. Il se plaindra de cet accord en France, pendant que ses fidèles le feront avancer à Bruxelles. On demande des sacrifices à nos agriculteurs pour des raisons écologiques, pendant que des centaines de bateaux
vont déverser sur l'Europe du beurre, de la viande venue de Nouvelle-Zélande. Voilà ce que nous voulons combattre au Rassemblement national. Merci Thierry Mariani de ce message très précis. Et vous, on va vous faire payer un excès de bilan carbone. Il se moque de vous, il vous manipule. Et Emmanuel Macron est sous la tutelle des banques, ça je vous l'ai dit, du contrat, et notamment il a signé la réforme des retraites parce que c'était imposé au plus haut niveau et cela va ne pas cesser. Regardez ce qui arrive. François Langlais, explosion de la dette, hausse des taux, faillite bancaire, vers un scénario à la 2008, un scénario à la grecque. En effet, l'agence de notation Standard & Poor's va rendre son verdict vendredi. Vous savez qu'elle évalue l'état économique de la France pour sa dette, si elle est capable de bien rembourser. Vous savez déjà que Fitch, parce que je vous en ai parlé, avait déjà baissé la note. S'il y a aussi Standard & Poor's, c'est une véritable catastrophe parce que la France va être complètement sous tutelle, comme la Grèce. C'est pour ça que François Langlais s'inquiète. D'après les rumeurs que j'ai lues dans la Tribune, Elisabeth Borne aurait déjà été avertie de la mauvaise nouvelle. Que fait Emmanuel Macron pour cacher une mauvaise nouvelle ? Il divertit le regard par une bonne. Et notamment, nous avons appris que l'inflation était tombée à 5,1 sur un an. C'est quand même très curieux. Alors que les patrons de la grande distribution, alors que les économistes nous expliquent qu'on est plutôt, sur certains produits, entre 20 et 30%. Qu'est-ce qui aurait permis cette déflation à 5,1 ? Est-ce que par hasard, ils sont en train de truquer des chiffres pour faire croire qu'il y a des bonnes nouvelles ? Est-ce qu'ils en sont capables ? Et oui, vous allez me dire, et ce n'est pas la première fois. Et puis, dans le monde d'Emmanuel Macron, j'ai été particulièrement intéressé par ce que dit Charlotte Dornelas au sujet du harcèlement. On l'écoute. Qui, en plus, non seulement poursuivent, mais accentuent le harcèlement sur sa meilleure amie, qui, elle, explique qu'elle est partie à l'école, que le proviseur n'est pas venu la voir, déjà, pour commencer, et que, deuxièmement, le harcèlement se focalise sur elle, et qu'elle a croisé une des harceleuses, puisqu'en l'occurrence, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, une des harceleuses au lycée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mises en examen, certes, mais elles sont sous contrôle judiciaire. Donc elles continuent. Et en plus, les autorités nous ont expliqué qu'il était extrêmement important pour elles que, malgré la mise en examen, la scolarité continue à se faire pour les harceleurs. Question qui ne se pose pas, et j'insiste, qui ne se pose pas pour les centaines, voire les milliers de gamins que les parents retirent de l'école parce qu'ils ne savent plus comment gérer le harcèlement dont sont victimes leurs propres enfants. Il y a des gamins qui, aujourd'hui, l'obligation scolaire, c'est au détriment des enfants victimes de harcèlement, puisque les harceleurs ne sont pas sortis de l'école. Donc on a un véritable problème. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on prend conscience du calvaire de ces enfants ? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous avez bien compris. Lorsque vous êtes un harceleur, on s'occupe de vous. Quand vous êtes harcelé, c'est la double peine. Eh bien, ce sont ces inversions de valeurs que l'on retrouve systématiquement dans la France d'Emmanuel Macron. Je vais vous repasser un tweet que je vous ai donné hier et on va le relire. C'est quand même assez, illustratif de la politique d'Emmanuel Macron. Quand on est parlementaire, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tordre en permanence nos institutions et la Constitution. Vous imaginez ce qu'ils sont capables d'écrire au vu de ce qu'ils font ? Quand on parle d'inversion accusatoire, ils ont des pratiques mafieuses et ils accusent des gens qui respectent l'esprit des lois, qui respectent nos institutions, d'être des mafieux. Parce que la Macronie, c'est l'inversion accusatoire permanente. C'est la propagande. Ils masquent, ils censurent les mauvaises nouvelles. Ils organisent des complots. Parce que qu'est-ce que c'est Jomier, Sonic et compagnie ? C'est un véritable complot contre Didier Raoult. Ils organisent même, via la justice, des perquisitions à l'intérieur de l'IHU. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'ils allument des contre-feux pour que les Français ne comprennent pas le préprint du professeur Raoult. Ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, qui les regardent, j'explique tout cela. C'est le refus de la liberté. Ce sont des gens qui nous imposent la censure. C'est le refus donc de la liberté d'expression. Et ceux qui l'utilisent, j'ai une petite pensée pour René Chiche, professeur de philosophie. Ce mois-ci, il n'a pas de salaire. Il a été suspendu parce qu'il a utilisé son droit de la liberté d'expression.
Et puis, vous en souvenez, c'est la privation de la liberté pendant le pass sanitaire et pendant le pass vaccinal. Ils sont prêts à tout. Ils veulent nous contrôler. Et ils ont des aides. Les LR, hein, Eric Ciotti, je n'ai même pas envie de le requalifier parce que c'est un personnage qui est innommable. Et les journalistes. C'est pour cette raison que je vous remercie, parce que nous, le journaliseur information, on est vraiment sur le fil du rasoir. On ne sait pas combien de temps on pourra justement continuer à vous informer. Merci à tous et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Si on le peut. Voilà, au revoir.